Et donc là, les premiers humanitaires sont arrivés 3-4 jours après. Bon, les Cubains étaient là, les gens de la République dominicaine sont arrivés assez vite, mais grosso modo, le déploiement effectif des acteurs humanitaires qui sont arrivés, c'est pas avant 10 jours. Et donc dans toute cette partie-là, c'est les acteurs nationaux. Comment est-ce qu'on travaille avec eux? Comment on renforce leur structure? Hein, il y a eu des choses très intéressantes qui ont été faites avec Alima, par exemple, une ONG qui a tout de suite trouvé un acteur haïtien qui bossait déjà. Ils se sont dit, nous, on ne va pas faire notre truc, on va soutenir cet acteur haïtien. C'était une clinique privée qui a choisi de s'impliquer. Voilà, ils ont pu les soutenir et ça a été très vite effectif. Donc voilà, c'est des choix de stratégie, c'est des choix de compréhension de ces acteurs. Ça revient sur ce qu'on disait tout à l'heure. Comment est-ce qu'on analyse ces éléments-là? Et évidemment, quelles limites on pose quand une partie des acteurs nationaux sont aussi des acteurs de la violence. Et c'est là où le dilemme entre alliance, pas alliance, et catastrophe naturelle ou conflit se pose comme un acte qui doit être structurant de notre pensée. Oui. Troisième point, je termine là-dessus. La relation. Oui, alors juste peut-être. Or, en milieu urbain, cette relation avec les acteurs structurants du milieu urbain sont évidemment absolument fondamentaux. On ne fait rien sans les municipalités, on ne fait rien d'intelligent sans travailler avec les services de l'eau. Et donc là, il y a une tension à gérer. Et donc, dernier point, la relation entre humanitaire et militaire. C'est intéressant parce qu'en effet, les militaires, depuis très longtemps, travaillent sur la ville. C'est les ingénieurs du génie civil qui travaillent avec Vauban pour la défense. Voilà. C'est des militaires qui ont essayé de réfléchir à Troyes pour comment prendre Troyes. Donc pour eux, pour les militaires, depuis très longtemps, la ville est au cœur d'une partie de leur préoccupation parce qu'il fallait prendre la ville pour prendre le pouvoir. En même temps, ce qu'on voit dans plein de contextes de catastrophes naturelles, en France éventuellement, en Pologne, en Indonésie, dans plein d'endroits, c'est les militaires qui ont la grosse logistique, qui ont les bulldozers, c'est le génie qui sait comment on débrille, comment on déblaye tous ces trucs-là, c'est les militaires qui ont éventuellement des avions, et en plus c'est les militaires qui n'ont pas de guerre et qui aimeraient bien se rendre utiles, parce que c'est bon pour leur image. Et donc très vite, on voit cette implication des militaires pour participer à la gestion. Et donc tout l'enjeu, c'est de voir comment on arrive à mettre en place ces fameuses guidelines d'Oslo qui disent, au final, dans ces contextes de catastrophes naturelles où potentiellement la logistique et les savoir-faire militaires peuvent être utiles, mais ça doit être quelque part aux ordres des civils, aux ordres du pouvoir, aux ordres et selon les directives que leur donneront les humanitaires. Évidemment, pour les militaires, c'est très difficile d'avoir sa stratégie dictée par les civils. Et donc, il y a régulièrement des tas de tensions autour de ça. On les a vus à Port-au-Prince avec l'armée américaine qui avait évidemment son agenda massif de présence et d'amélioration de son image et une dynamique humanitaire très faible qui fait que l'armée américaine et la MINUSTA, la mission intégrée, ont pris sur toute une série d'éléments le lead et que les humanitaires ont dû se battre pour reprendre un petit peu un rôle d'orientation autour de ça. Et donc, voilà. Comment est-ce qu'on est intelligent dans notre relation avec des gens qui peuvent peut-être amener des moyens utiles, la grosse logistique, etc., mais en faisant très attention de où est-ce qu'on met la barrière, où est-ce qu'on met les limites, et comment on assure que quand ils déploient des moyens, c'est quelque part au service d'eux et pas à la place d'eux. Ça, c'est valable dans le contexte de catastrophe naturelle. Hein. Évidemment, le contexte de conflit, c'est complètement différent comme problématique. Bénédicte, votre regard là, sur les pratiques humanitaires, en quelques mots? Oui, moi je voulais juste en profiter pour préciser que la présence de l'humanitaire, elle a aussi des conséquences sur la ville, dans le sens où c'est un acteur qui se déploie. Quand il est présent dans certains quartiers, pas dans d'autres. Ça peut être des frustrations pour des populations qui se retrouvent loin de cette présence humanitaire. Pour des raisons toutes simples. Hein. Je veux dire, c'est évident que les acteurs humanitaires ne pourront pas couvrir tous les besoins de toutes les populations dans ces villes qui sont
de gigantesques agglomérations, mais également c'est un acteur qui, quand il part, laisse un certain vide qui peut être rempli par des acteurs officieux, pas toujours avec de bonnes intentions, si je pourrais dire, qui peuvent également se suppléer à cette action humanitaire en proposant le financement d'une maison contre l'adhésion à la milice du fils. On voit ça dans la banlieue sud de Beyrouth. On a vu des tentatives à Sarajevo, ça a beaucoup moins marché par rapport aux acteurs qui ont voulu faire ça. On voit ça à Kaboul, on voit ça dans toutes les villes où il peut y avoir... Enfin, il faut aussi, je pense, prendre en compte le fait que c'est un acteur humanitaire donc, qui a des conséquences réelles par rapport, pas simplement sur son temps de présence, mais également sur son départ. Peut-être pour ajouter par rapport à ça, même pendant sa présence, l'impact d'une présence humanitaire importante dans une ville fait exploser les loyers, fait exploser les prix, amène éventuellement des concentrations du peu d'électricité ou du peu d'eau qu'il y a dans les quartiers résidentiels. On a vu ça à Béché, on voit ça à N'Djamena, on a vu ça à Phnom Penh. Et les populations souffrent énormément. Les Haïtiens, ils disent, nous on a du mal à se loger maintenant parce que les loyers ont été multipliés par 3, par 4, des choses qui sont presque obscènes de prix. Et y compris, on voit des Haïtiens qui disent, bon, on va tous se retrouver à la maison de la maman et on va louer notre maison, on va bien trouver des étrangers, des blancs, là, comme on dit, les blancs. C'est le blanc qui va louer. Et qui louent à des tarifs absolument exorbitants. Et donc tout ça perturbe complètement l'économie urbaine et entraîne des comportements très négatifs sur la durée. Merci. Moi, je voulais m'interroger avec vous sur 2 points, parce qu'on arrive dans les 20 dernières minutes de notre débat. Le premier point, c'est URD. Tiens, justement, URD, si j'ai bonne mémoire, ça veut dire urgence, réhabilitation et développement. Est-ce qu'on n'a pas, justement, à la faveur de ces crises urbaines aujourd'hui, une sorte de télescopage entre ces notions qui ont été forgées par la communauté des ONG il y a maintenant une trentaine d'années, entre cette notion d'urgence, de réhabilitation et de développement? Est-ce que les urgentistes, comme on dit, ne sont pas contraints par le fait urbain, le fait de la violence urbaine, à se retrouver à faire de la réhabilitation? On l'a dit, même si ce n'est pas dans leur métier. Et est-ce que finalement, on n'est pas après aussi dans les logiques de développement, puisque une fois que les ONG sont installées dans un contexte urbain, on le voit bien, ils ont beaucoup de mal à en repartir. Quand ils n'étaient pas là, d'ailleurs, auparavant, rappelons qu'à la faveur du séisme en Haïti, eh bien, on a fait le constat que les ONG, en fait, présentes, l'étaient souvent depuis une décennie, 2 décennies, voire plus. Donc, Pierre Salignon, peut-être, est-ce que cette problématique urbaine dont on discute ce soir, c'est pas aussi, là, une nouvelle fois, un accélérateur aussi pour cette remise un peu en question des métiers, des thématiques même des ONG entre urgence, développement, réhabilitation? Je ne sais pas si c'est spécifique à l'urbain. Je pense qu'il faut toujours poser la question de ce continuum entre la phase d'urgence et la suite. Alors c'est vrai que les modes de réponse sur l'urgence, ils ont des objectifs, c'est de sauver des vies aussi. Et que bien souvent, le passage à ce qu'on appelle la post-crise, je ne sais pas comment on dit, les périodes de recouvrement, il y a tous les termes qui sont employés, une sorte de sortie de la période de rupture peut être délicate. Mais moi, ça renvoie quand même à la responsabilité de l'État. Je trouve qu'Haïti est un bon exemple. C'est un bon exemple parce qu'à la fois, c'est un pays pauvre avant même le séisme, et c'est un pays dans lequel on parle déjà de la République des ONG. Pourquoi on parle de la République des ONG? Parce que et les ONG, ce n'est pas les ONG, c'est les acteurs internationaux. Ça pointe l'absence, d'une certaine manière, de l'État, des services de l'État, une sorte de privatisation où, on va dire, des richesses concentrées dans les mains de certains et puis du reste qui survit. Donc, après le séisme, il y a quand même une mobilisation incroyable. C'est plus de 3 milliards de dollars de dons privés qui vont être déversés. Je ne parle même pas des dons des États. Mais il y a une confusion parce que c'est beaucoup de promesses à la fois pour l'avenir, mais en même temps, avec cet argent-là, dans ce pays-là aussi pauvre et cette capitale d'un pays pauvre, c'est peut-être les conditions essentielles et seulement pour assurer la survie dans un premier temps.
Et sortir de cette logique de survie, ça renvoie encore à l'État haïtien et à la responsabilité des États à l'extérieur.